Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui aujourd'hui de la Tesla Model 3 Grande Autonomie version 2021. Cet essai vous est proposé par Arval, leasing pour professionnels et particuliers, et Eddy, Electric by D'Ieteren, bornes et solutions de recharge. C'était le 1er juillet 2019, souvenez-vous, premier essai de la Tesla Model 3 sur Charging Station. Depuis, vous êtes 130 000 à avoir visionné cet essai. C'est à ce jour, d'ailleurs, la vidéo postée sur Charging Station qui a recueilli le plus de succès, 130 000 vues. C'est énorme et c'est la preuve que cette marque américaine suscite de plus en plus d'intérêt de la part d'un public, donc de plus en plus large. Alors aujourd'hui, vous le savez, la Tesla Model 3 a bénéficié de changements logiciels, ça c'est récurrent, changements au niveau de l'habitacle et de l'extérieur, des changements visuels, des changements cosmétiques, ça c'est plus rare et c'est l'occasion donc de faire le point sur cette version 2021 de la star des voitures électriques. Entre-temps, la concurrence, elle, s'est réveillée. Alors que vaut-elle aujourd'hui face à la concurrence? Eh bien la réponse dans cet essai. Mais avant de démarrer cet essai, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait. Merci d'ailleurs 1000 fois de votre fidélité. Je vous invite également à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Durant les prochaines semaines, il y en aura énormément, dans des styles bien différents. Chez Mercedes par exemple, le van s'est électrifié également, le EQV de Mercedes. On l'essayera donc dans les prochaines semaines sur Charging Station. Et puis dans un tout autre style et autre gabarit, chez Renault, la Renault Twingo, elle aussi, est maintenant 100% électrique. On aura l'occasion d'en prendre le volant. Toujours 100% électrique chez Hyundai cette fois. Le Hyundai Kona, l'une des stars du marché actuellement. Eh bien, on en prendra le volant de la version 2021. Extérieurement, cette version 2021 de la Tesla Model 3 n'évolue pas évidemment au niveau de ses dimensions. On est toujours en présence d'une berline de 4,69 m de long, d'1,85 m de large et d'1,44 m de haut. L'évolution, elle est au niveau des détails de finition et notamment tout ce qui était chromé auparavant, eh bien ne l'est plus. C'est le Chrome Delete comme on dit chez Tesla. Chrome Delete qu'on peut apercevoir d'ailleurs sur les récents relifting de la Model S et de la Model X. Donc fini le chrome sur toutes les voitures chez Tesla. On a maintenant du noir satiné. Alors ça se matérialise où exactement? Vous le voyez, c'est au niveau des encadrements de vitres. Tout ce qui était chromé ici est maintenant en noir satin. Ici au niveau des caméras latérales, à gauche comme à droite évidemment. Et puis l'ensemble des poignées de porte sont en noir satiné maintenant sur la Tesla Model 3 comme sur donc l'ensemble de la gamme Tesla. Moi personnellement, je trouve qu'on s'y fait assez vite. Je trouve ça plutôt classe d'ailleurs. Les Tesla pour moi avaient un petit côté un petit peu clinquant auparavant et notamment quand on voit maintenant, après avoir vu une voiture avec le noir satin, et bien quand on revoit une Model 3 avec du chrome partout, je trouve ça un petit peu trop clinquant, un petit peu trop à l'américaine finalement, et là ça apporte un peu de finesse, un peu d'élégance je trouve, au niveau de la ligne et de l'extérieur, de l'apparence de cette voiture. Je trouve ça plutôt sympa. Alors d'autres modifications, ça se passe au niveau des roues. On a soit des nouveaux enjoliveurs, les fameux Aerocaps qu'on va retrouver de série sur la version Standard Plus, donc la version d'entrée de gamme et la version Grande Autonomie, c'est-à-dire celle-ci. Leur design a été revu. On a également des jantes en option de 19 pouces, les jantes Sport sur la version Grande Autonomie que vous avez sous les yeux, elles sont bien présentes. Et là aussi, le design a été revu. Et puis l'apparition sur la version Performance de nouvelles jantes Uber Turbine qui sont juste sublimes. Effectivement, et qui là aussi apporte une amélioration d'un point de vue de l'efficience par rapport aux jantes précédentes sur la version performance. Alors au niveau des finitions, c'est toujours un petit peu la pierre d'achoppement chez Tesla, vous le savez. Au niveau des finitions, il y a du plus et il y a du moins. Il faut distinguer deux choses. D'une part, la qualité des matériaux. Et là, elle a grandement évolué, cette qualité de matériaux, et c'est tant mieux. Ça se passe notamment donc à l'intérieur. On ira faire un tour, évidemment, dans un instant. Et puis, les ajustements. Et là, malheureusement, on ne peut pas dire que la qualité des ajustements a évolué de la même manière que la qualité des matériaux. Et c'est un petit peu dommage, notamment au niveau des panneaux de porte. Alors, si vous prenez, par exemple, la portière passager et la portière arrière, entre les deux,
Si vous êtes de manière affleurante par rapport à la voiture, là vous le voyez, eh bien il y a une sorte de bosselage qui n'est pas constant d'une portière à l'autre et c'est un petit peu dommage. Et effectivement, chez Tesla, on a pris l'habitude, quand on prend livraison de sa voiture, il faut vraiment faire tout le tour et repérer tout ce qui ne va pas, les pièces qui ont été mal ajustées, mal positionnées, etc. Alors Tesla résout les problèmes sans discuter et c'est bien normal quand vous payez un certain prix pour une voiture électrique et notamment chez Tesla. Donc forcément, ils interviennent et c'est très très bien, mais c'est dommage qu'il faille aller jusque-là, alors que normalement, toutes ces choses-là, et notamment ce qu'on voit ici au niveau des panneaux de carrosserie, tout ça doit être repéré normalement au contrôle qualité en sortant de l'usine, et ce n'est pas le cas. Et c'est vraiment un petit peu dommage. Un petit mot concernant les poignées de porte, justement, eh bien, j'étais pas fan il y a 1 an et demi dans le premier essai de la Tesla Model 3. Je suis toujours pas fan, alors je ne parle pas du look évidemment, mais de l'ergonomie de la voiture. Au niveau de l'utilisation, quand on en prend le volant pendant une semaine, ce que j'ai fait, c'est vrai qu'on se rend compte que de temps en temps, on a les mains un petit peu chargées. On a envie de pouvoir attraper la poignée avec le petit doigt par exemple, ce qui peut arriver de temps en temps avec une poignée avec un mouvement traditionnel. Ici, ce n'est pas le cas puisqu'il faut enfoncer avec le pouce la partie de gauche, la partie relevée, et puis après tirer la partie qui sort de la voiture. Donc ça demande une manipulation un petit peu particulière. D'un point de vue de l'efficacité énergétique, c'est très très bien. D'un point de vue de l'ergonomie, c'est un petit peu moins bien. D'un point de vue technique, on a toujours 2 moteurs sur les versions grande autonomie et performance, un seul moteur sur la version standard plus. Alors 2 moteurs sur cette version donc, un à l'arrière, un à l'avant. Le moteur à l'arrière est un moteur synchrone à aimant permanent, le moteur à l'avant est lui un moteur à induction. Au niveau des performances, ça pousse très très fort avec le 0 à 100 qui est abattu en 4,4 secondes. C'est à peine croyable et c'est pas la plus performante. La version performance, elle, réalise le 0 à 100 en 3,3 secondes. Ça pousse donc plus que très fort. Ça ferait presque passer d'ailleurs la version standard plus pour une version escargot, mais c'est loin d'être le cas avec un 0 à 100 abattu en 5,6 secondes. Pour alimenter les moteurs électriques, une batterie dont la capacité des cellules a été augmentée sur cette version 2021 de la Tesla Model 3. Alors attention, il ne s'agit pas des nouvelles cellules Tesla annoncées par Elon Musk il y a quelques semaines maintenant à l'occasion du Battery Day. Ça, ce sera inauguré sur la Tesla Model Y, pas loin de chez nous, à Berlin, lors du démarrage de la production dans la Gigafactory de Berlin. C'est dans quelques mois maintenant. Donc ça, c'est une nouvelle génération de cellules. Ici, on est sur une évolution de la génération précédente de cellules qui va permettre donc de grappiller quelques kilowattheures de capacité énergétique supplémentaire. C'est toujours bon à prendre. Tesla ne communique pas sur la capacité de ses batteries. On était à une 70aine de kilowattheures, proche de 80. On est maintenant au-delà de 80 kilowattheures de puissance, aux alentours de 82 kilowattheures de puissance disponible sur cette version grande autonomie. Alors tout ça va permettre d'augmenter donc l'autonomie des voitures modèle 2021. On est donc sur une autonomie théorique en norme WLTP de 580 km pour la version grande autonomie, celle que j'ai dans le dos, de 448 km pour la version standard plus, et puis de 567 km pour la version performance. Pour recharger la batterie, ça se passe toujours à l'arrière du côté gauche, de manière suffisamment camouflée d'ailleurs pour passer relativement inaperçu, puisque la trappe, elle est ici. Alors, il y a plein de choses à dire. La première, c'est comment l'ouvrir. Vous le voyez en poussant dessus, avec le petit bouton qui se trouve sur les pistolets des superchargeurs, on en reparle dans un instant, via l'application également, ou via le tableau de bord. La trappe, elle est motorisée, et la question que je me pose, c'est quand la voiture est stationnée, si vous êtes à hauteur d'une borne de recharge qui se trouve sur la voie publique, une borne publique sur le trottoir par exemple, le trottoir, il est forcément du côté droit normalement. Dans ce cas-là, pourquoi avoir mis la trappe du côté gauche et pas du côté droit, c'est-à-dire juste à côté de la borne? Ça aurait été selon moi plus logique, mais peut-être y a-t-il une autre logique. Alors si vous connaissez l'explication, si vous avez une autre explication à fournir, eh bien n'hésitez pas dans les commentaires. Alors cette trappe, vous le voyez, elle donne accès à 2 types de recharge. La recharge via le connecteur de type 2 en haut sur le courant alternatif. Vous allez récupérer grâce au chargeur embarqué de 11 kW jusqu'à 65 km d'autonomie par heure de recharge. Et puis la recharge sur le courant continu grâce au combo CCS, à la prise combo CCS, c'est-à-dire l'ensemble des 2 prises et le gros connecteur, et que vous retrouvez par exemple sur les superchargeurs Tesla. Là, c'est un gros point positif pour Tesla, ce réseau de superchargeurs qui permet d'envisager des longs trajets
en toute sérénité, en sachant à quel endroit on va devoir s'arrêter, combien de temps on va devoir s'arrêter, et en sachant que ces superchargeurs, ils seront évidemment toujours là, fiables, au rendez-vous, quand vous en avez besoin. Donc là, gros point positif pour Tesla, évidemment. Alors ces superchargeurs, eh bien, ils vont pouvoir injecter dans cette voiture une puissance de 250 kW, c'est ce qu'elle accepte en tout cas, et c'est le cas pour les chargeurs V3. Les superchargeurs V3, attention, c'est 250 kW de puissance au début. Ça vous permet d'ailleurs de donner un coup de boost à l'autonomie de cette voiture. Ça va s'estomper assez rapidement, mais ça permet quand même de récupérer quelques dizaines de kilomètres en quelques minutes. S'il vous manque un peu d'énergie pour rentrer chez vous, pour atteindre votre destination, eh bien c'est plutôt pas mal. Donc 250 kW de puissance sur les superchargeurs V3, 150 kW de puissance, ce qui est tout de même pas mal, sur les superchargeurs V2. Si recharger votre Tesla à l'aide du réseau de superchargeurs est une méthode plutôt pratique et très rapide, alors plutôt pratique pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de carte à passer, pas de code à entrer, vous êtes facturé directement sur votre compte Tesla, eh bien figurez-vous qu'au quotidien, recharger à la maison ou sur le lieu de travail, à l'aide d'une borne comme celle-ci par exemple, eh bien ça aussi c'est une méthode plutôt pratique, alors certes moins rapide qu'un superchargeur, mais en même temps à la maison ou sur le lieu de travail, vous avez davantage le temps. Je me trouve ici à côté d'une borne de notre partenaire, Eddy Electric by D'Ieteren. Quelle est la méthode? Comment faire pour recharger son véhicule électrique? Vous qui venez peut-être vous renseigner au sujet du passage à l'électrique, eh bien c'est très simple. Vous avez la carte de notre partenaire Eddy Electric by D'Ieteren. Elle est gratuite, je vous le rappelle, il n'y a pas de frais d'abonnement, il n'y a pas de frais d'activation, vous payez uniquement ce que vous consommez. Il vous suffit, quand vous avez votre voiture eh bien, juste à côté de la borne, eh bien, de détacher le connecteur, de l'introduire dans la prise de recharge de la voiture et de passer votre badge. Voilà. Je vous rappelle que si vous voulez vous aussi vous procurer cette carte de recharge, rendez-vous sur eddy.be. Sur les versions 2021 de la Tesla Model 3, la capacité totale de chargement, elle a légèrement diminué. Alors à cause de quoi? Eh bien d'une présence supplémentaire qui est la bienvenue d'ailleurs. C'est au niveau du coffre avant. Vous l'entendez peut-être d'ailleurs puisqu'elle s'est mise en route. C'est la pompe à chaleur qui maintenant est disponible sur les Tesla Model 3 modèle 2021. Et ça c'est vraiment très très chouette. Ça va permettre eh bien, de lisser la consommation entre les saisons chaudes et les saisons froides. Cette pompe à chaleur, eh bien, elle va fournir l'énergie nécessaire pour réchauffer l'habitacle dans les périodes hivernales évidemment ou automnales, tout en préservant la capacité de la batterie. Donc ça va avoir beaucoup moins d'influence qu'un chauffage traditionnel par résistance, ça aura beaucoup moins d'influence sur la capacité de la batterie et donc au final sur l'autonomie. Donc cette pompe à chaleur, elle est juste ici derrière entre le frunk, c'est-à-dire le coffre avant et l'habitacle. Au niveau du frunk, eh bien, donc, la capacité a été légèrement réduite, mais ça reste tout à fait acceptable, tout à fait utilisable. Même si au quotidien, j'imagine que vous allez utiliser davantage le coffre à l'arrière plutôt que le coffre avant, encore que pourquoi pas. En plus, eh bien, ici, on a perdu 2 crochets. On avait auparavant 2 crochets qui se trouvaient ici, des crochets pour accrocher les sacs de course par exemple. Ces crochets ont disparu, c'est un petit peu dommage. Alors, à quoi peut servir ce coffre avant au quotidien ? Eh bien moi j'ai une petite idée, si vous êtes en Belgique, si vous êtes dans le nord de la France, eh bien quand on va chercher une portion de frites à la friterie, ça fait vraiment plaisir, mais ce qui fait moins plaisir, c'est le lendemain matin, quand on rentre dans la voiture, ça sent pas très bon évidemment. Là en l'occurrence, si vous utilisez ce frunk, et je vais vous le dire, je vais vous l'avouer, on l'a fait pas plus tard qu'hier en famille et c'était bien sympa, on est allé chercher des frites, on a mis ça dans le frunk et aujourd'hui ça ne sentait absolument rien dans la voiture. Pourquoi? Eh bien parce que ce frunk avec ce joint, il est complètement séparé de l'habitacle et donc que ce soit pour les frites en Belgique, dans le nord de la France, que ce soit pour le maroilles également toujours dans le nord de la France et peut-être d'autres spécialités odorantes dans d'autres régions. Si vous en connaissez d'autres, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs, eh bien n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Ça me fera bien plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet également. Donc un frunk toujours très utilisable, très utile et pas que pour les frites. Une pompe à chaleur qui est elle extrêmement utile. Et puis une seule chose à pouvoir faire sous ce capot, eh bien c'est remplir, vous le voyez ici, le réservoir de liquide lave-glace. Alors concernant la fermeture de ce capot avant, eh bien Tesla communique toujours sur le fait qu'il faut le faire à 2 mains de part et d'autre du logo Tesla, alors que clairement c'est beaucoup plus facile qu'avant. On pourrait le faire à une seule main, mais la marque recommande toujours de le faire à 2 mains comme ceci. Et voilà.
Au niveau du coffre à l'arrière, par contre, pas de modification du volume de chargement, mais bien une belle modification, c'est l'apparition d'une commande électrique pour l'ouverture et la fermeture du coffre. Commande que vous pouvez actionner via le bouton comme je viens de le faire, via l'application Tesla évidemment, et via l'écran de 15 pouces sur le tableau de bord. Alors une fois que le coffre est ouvert, petit détail, il monte 7 à 8 cm moins haut que quand il n'était pas électrifié. C'est un détail pour certains, mais pour les grands, ça peut être important. Une fois que le coffre est ouvert, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il y a une modification qui a été apportée. Et ça, c'est pour les régions où il pleut beaucoup, comme la Belgique, par exemple, le nord de la France. Dans nos régions, il pleut beaucoup. Et effectivement, l'eau qui se trouvait sur le coffre, une fois qu'on l'ouvre, avait tendance à tomber sur la vitre et ensuite à tomber dans le coffre. Ce qui n'est pas génial. Eh bien, la Tesla a réagi et propose un joint supplémentaire à la base de la vitre avec des petits trous régulièrement qui va permettre, eh bien, ce joint d'évacuer plus facilement l'eau de ruissellement et donc éviter que cette eau ne tombe dans le coffre. Voilà qui est vraiment bien vu. Alors au niveau de la capacité totale de chargement, elle est très confortable. On parle souvent des 425 litres de volume de chargement du coffre principal, mais il ne faut pas oublier non plus les 70 litres de volume supplémentaire qu'on va retrouver ici sous le plancher du coffre. Et franchement, c'est une très très belle capacité de chargement, même si effectivement cette ouverture, elle est moins pratique que ce qu'on va retrouver sur une Polestar 2 par exemple, avec un large haillon évidemment. Alors il n'y a pas l'effet waouh de la grande vitre, même si le toit vitré de la Polestar 2 est très impressionnant, mais on n'a pas ce toit uniforme, mais on a quand même une capacité, une praticité plus grande sur la Polestar 2. Ici, on a une ouverture qui est plus réduite, mais un coffre qui est effectivement assez profond, donc 425 litres plus 70 litres sous le plancher du coffre. Avant de prendre place à l'avant et de vous détailler les changements extrêmement positifs qu'il y a eu sur ce millésime 2021 de la Tesla Model 3, eh bien me voici à l'arrière. Et à l'arrière, franchement, je suis un petit peu déçu. L'espace disponible, il n'est pas gigantesque. Alors, je mesure 1,90 m. J'ai réglé le siège avant comme pour moi et j'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs durant cette semaine à trouver une position de conduite idéale. Je ne suis d'ailleurs pas encore entièrement convaincu par la position de conduite que j'ai adoptée durant cette semaine. Une position relativement allongée qui fait que j'ai dû reculer énormément le siège avant et donc forcément à l'arrière, voilà, ça ne passe pas au niveau des genoux. Je dois voyager avec les genoux de part et d'autre du siège avant. Alors c'est valable pour moi 1,90 m, mais si vous avez des enfants, des adolescents qui ne mesurent pas tous, j'imagine, 1,90 m, il n'y aura pas de souci. Au niveau de l'espace, au niveau de la tête, c'est la même chose. Pour moi, c'est un petit peu limite. Pour des enfants, des adolescents, ça ne devrait pas poser de problème. Au niveau du confort, il est très correct. Au-delà de la place, il est très correct, donc le confort proposé par les sièges arrière, la banquette arrière. Au niveau de l'équipement, on a évidemment des vitres électriques, on a des sièges chauffants à l'arrière également sur cette finition. Et puis alors, on a deux prises USB-C, USB de deuxième génération, de dernière génération en tout cas, qui sont disponibles, c'est-à-dire le minimum syndical sur une voiture qui se veut moderne en 2021. Bienvenue à bord de cette Tesla Model 3 version 2021. Alors des changements à l'extérieur, on en a parlé, des changements, vous le voyez, à l'intérieur qui sont nettement plus importants et notamment ce gros changement qui est la nouvelle console centrale. Et ça, je dis waouh, bravo Tesla, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Une console qui est beaucoup plus élégante avec cette surpiqûre ici sur le côté, ces matériaux moussés, ce simili-cuir moussé. On a ici une sorte de daim, voilà, c'est très agréable au toucher. On a des matériaux mat ici pour les couvercles, les porte-gobelets, on y reviendra dans un instant. Franchement, c'est une totale réussite. C'est vraiment qualitatif. Gros progrès par rapport à la version précédente avec ce piano black qui n'était pas terrible, avec également cette partie consacrée au téléphone qui était à bascule avec des câbles en dessous, etc. Rien de tout ça. On détaillera le contenu technique dans un instant, mais en tout cas, au niveau de l'impression générale, on est dans quelque chose de beaucoup plus qualitatif par rapport à la version précédente. Ce nouvel intérieur, alors on aime ou n'aime pas l'intérieur blanc, mais globalement, ce nouvel intérieur, il est nettement mieux, il est visuellement nettement plus attractif et on a l'impression d'en avoir davantage pour son argent. Alors là, je parle des matériaux. Au niveau des ajustements, c'est pas encore tout à fait ça. Quand on voit certaines productions européennes, par exemple, on se dit qu'au niveau des matériaux, effectivement, on est dans quelque chose d'équivalent, voire même de supérieur. Si on pense à la Volkswagen ID.3, par exemple, avec son intérieur quasi 100% plastique dur, on se dit que ce fossé qui séparait les productions Tesla des standards de qualité européens est tout doucement en train de se rééquilibrer. Donc, très bon point là-dessus pour Tesla. La qualité donc des ajustements, par contre, doit encore progresser. Il est d'ailleurs bien dommage qu'elle ne progresse pas
pas aussi vite que celle des matériaux. C'est comme pour l'extérieur de la voiture qu'on détaillait il y a un instant. Alors parmi les défauts que j'ai relevés dans cette voiture, notamment au niveau de la partie supérieure du montant latéral de pare-brise, on a des ajustements. Voilà, on a un jour qui est très très important. On a globalement voilà des finitions au niveau des jonctions qui sont vraiment pas parfaites et ça fait un petit peu cheap encore et c'est un peu dommage d'avoir mis autant de moyens et déployé autant d'efforts au niveau des matériaux pour au final avoir quand même une qualité perçue qui du coup régresse un petit peu en termes d'ajustement. Voilà, c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu triste. Concernant la position de conduite à présent, les réglages sont électriques, hein, tant au niveau du siège, via les commandes situées sur le côté du siège, qui sont maintenant de couleur graphite, exit le chrome à l'intérieur également, via le volant également, le volant qui est réglable via cette molette de gauche. Alors c'est au niveau du tableau de bord, voilà, la petite voiture et le volant, c'est d'une simplicité évidemment déconcertante. Et alors vous allez aller à gauche ou à droite pour faire sortir ou rentrer le volant, et puis en haut ou en bas pour évidemment faire monter ou descendre la colonne de direction. Voilà qui est bien pratique. On a d'ailleurs au niveau des deux petites roulettes ici, qui sont maintenant elles aussi de couleur foncée, eh bien on a un meilleur grip au niveau de ces deux petites roulettes, voilà qui facilite leur manipulation. On détaillera donc l'intérieur dans un instant. Alors, au niveau de la position de conduite, on a donc le volant, derrière les commodos. Le volant, on a ces deux roulettes dont on a parlé il y a un instant, qui peuvent servir notamment à régler la colonne de direction, mais qui servent traditionnellement, quand on est en train de rouler, à modifier la vitesse maximale autorisée sur le régulateur de vitesse avec la partie de droite. Si vous poussez dessus, vous avez la commande vocale qui s'active. Sur la partie de gauche, eh bien, on sera principalement dans le domaine du multimédia avec plage suivante, plage précédente, et puis le réglage du volume évidemment. Donc ça c'est pour le volant. Derrière le volant, à droite, on a toujours ce commodo sélecteur de vitesse R, N et D avec une double impulsion vers le bas quand vous voulez activer la navigation automatisée. Et puis sur la partie de gauche, on a également les essuie-glaces avec une impulsion sur le bouton, voilà, qui permet d'avoir un balaiement d'essuie-glaces. Et puis alors les essuie-glaces sont également commandables depuis ici l'écran. On y reviendra dans un instant là aussi. Ensuite, derrière le volant, il ne se passe rien. Il n'y a pas de combiné instrument, vous le savez, sur la Tesla Model 3, contrairement au Model S et au Model X et à la concurrence. Au niveau de la portière conducteur, là, petit changement. Alors, deux changements principaux. Un que je vous évoquais tout à l'heure, à savoir la couleur des commandes qui a changé là aussi. On est passé au noir dans l'ensemble de l'habitacle. Et puis alors ce bouton d'ouverture de la portière, c'est une ouverture à commande électrique. Pourquoi ? Eh bien parce que comme les portières n'ont pas d'encadrement, la vitre doit descendre systématiquement pour pouvoir désengager la portière. Et auparavant, eh bien ce bouton qui sert à ouvrir la portière, il y avait juste un petit trait dessus. Donc c'était pas très explicite au niveau de la fonction. Alors le conducteur évidemment connaît sa voiture, mais pour les passagers par exemple, que ce soit le passager avant ou les passagers à l'arrière, eh bien certains pouvaient dans la précipitation ne pas utiliser ce bouton qui n'était pas très explicite et plutôt utiliser la commande qu'on va retrouver derrière les vitres électriques qui est la commande d'ouverture mécanique de la portière qui n'est pas à utiliser au quotidien, à réserver aux situations d'urgence. Pourquoi ? Eh bien parce que cette commande mécanique, elle ne va pas faire descendre la vitre et donc il y a un risque de casse au niveau de la vitre et globalement de la portière. Donc il faut absolument utiliser ce bouton, raison pour laquelle ils ont ajouté ce pictogramme de voiture avec portière ouverte. Voilà qui est plutôt une bonne idée. Donc les vitres électriques, je vous le disais, au niveau de la portière, le volant, les commodos, on a détaillé tout ça. L'écran, on y revient dans un instant. On a toujours cette lame de couleur. Alors là, c'est du blanc parce que l'intérieur est blanc, mais normalement, on a l'intérieur bois. Et puis alors, à l'intérieur, on a juste au-dessus, vous le voyez, eh bien, la lame ouverte qui va permettre eh bien, à la climatisation, au chauffage de fonctionner, toujours aussi efficacement d'ailleurs, et toujours, évidemment, à commander via cet écran de 15 pouces. Alors, on y revient dans un instant. On descend en dessous de l'écran et là, on a, c'est une nouveauté également, donc ça fait partie du renouvellement de la console centrale. On a ces deux emplacements sur lesquels on va pouvoir déposer son téléphone pour une recharge via induction. Alors c'est très très pratique évidemment, vous déposez le téléphone, il n'y a rien à faire, le téléphone se met à charger. On est là sur un iPhone 10, au niveau de l'iPhone 10, personnellement, moi je vois tout le téléphone. Dès qu'on est sur un iPhone ou un téléphone de plus grande taille, eh bien on va avoir, en tout cas au niveau de ma position de conduite, on va avoir la partie supérieure ici qui sera masquée par le bas de l'écran, donc ça c'est un petit peu dommage, mais voilà, emplacement
Vraiment, c'est hyper simple. Si vous utilisez Waze, par exemple, on le sait, les Tesla ne peuvent pas accueillir, ou ne veulent pas accueillir plutôt, Apple CarPlay et Android Auto. Donc, si vous voulez utiliser un assistant à la conduite comme, par exemple, Waze, par exemple, eh bien, dans ce cas-là, vous allez devoir l'utiliser sur votre téléphone. Et là, justement, c'est plutôt pas mal que le téléphone soit mis dans cette position, face au conducteur, face aux passagers. C'est d'une simplicité enfantine, c'est d'une évidence, ce positionnement qui est effectivement très pratique. Alors ensuite, on a ici ce bac. Alors avant, on avait un bac à bascule. On a maintenant un bac qui est dont l'ouverture est coulissante. Voilà. Et si vous voulez le refermer, hop, pression et l'ouverture et la fermeture se font de manière extrêmement douce. Alors c'est très profond. On peut aller jusqu'en dessous ici de la zone réservée au téléphone. Et on a ici également possibilité de connecter deux appareils électroniques puisqu'on a deux ports USB-C également ici à l'intérieur. Donc ça fait beaucoup de branchements et ça c'est très bien, beaucoup de branchements possibles. Les deux ports USB-C, on a la possibilité de charger les téléphones via la technique d'induction ici. Donc franchement, on a quelque chose de très connecté et très pratique au niveau, en tout cas de la recharge au niveau électrique. Ensuite, les deux porte-gobelets et puis la zone juste derrière le porte-gobelet qui est la zone où on va déposer la clé. Alors il ne s'agit pas vraiment d'une clé, vous le voyez. On reçoit systématiquement cette petite pochette avec deux cartes, format carte de crédit et vous le voyez, c'est indiqué sur la carte d'ailleurs. Il faut pour déverrouiller la voiture, si vous n'avez pas activé évidemment le déverrouillage via votre smartphone, déposer cette carte entre les portes gobelets pour réveiller la voiture avec le pied sur le frein. Voilà qui est plutôt pratique. Il est possible en option d'ailleurs d'acheter comme pour les Model S et les Model X, mais là c'est pas livré de série, c'est en option, d'acheter la miniature Tesla qui peut faire office de clé donc évidemment. Dans le prolongement donc de cette console centrale, on a ensuite un grand bac de nouveau qu'on peut ouvrir, voilà, grand bac de rangement avec une prise de type allume-cigare et de nouveau là il y a beaucoup d'espace, ça descend un petit peu ici en dessous de la zone de connexion de la clé de contact, donc ça descend ici également, l'intérieur qui est plutôt bien fini, franchement c'est très valorisant et il y a eu vraiment énormément d'efforts de la part de Tesla au niveau des matériaux. Je suis vraiment content parce que là c'était un point assez négatif, moi qui déteste le piano black en plus, c'était un point très négatif sur la version précédente où ça faisait un peu cheap et là vraiment c'est très qualitatif, j'adore. Reste plus qu'à faire progresser les ajustements et la finition et ce sera parfait. Alors au niveau du volant, encore une chose à vous dire, c'est est-ce que cette voiture est équipée d'un volant chauffant? Il y a un grand mystère qui entoure le fait que cette voiture soit ou non équipée d'un volant chauffant. Si vous demandez à la voiture d'activer le volant chauffant, elle vous dit que ce n'est pas possible. On va essayer d'ailleurs. Activer le volant chauffant. Voilà, alors elle vous indique échec de l'allumage du volant chauffant. Donc elle ne vous dit pas qu'elle n'est pas équipée d'un volant chauffant. C'est ce qui fait dire à certains que cette voiture est équipée d'un volant chauffant, mais qu'il n'est pas activé et qu'il le sera via une future mise à jour. Alors, je n'ai pas découpé le volant pour voir ce qui se cache à l'intérieur. Je n'ai donc pas de réponse à cette question. Volant chauffant ou pas, activable prochainement via une mise à jour dans quelques semaines ou dans quelques mois, seul l'avenir nous le dira. Concernant l'ouverture de la boîte à gants, c'est comme pour tout le reste, il faut passer par l'écran de 15 pouces. Et quand vous ouvrez la boîte à gants, vous constatez que se cache à l'intérieur une clé USB, vous la voyez ici j'imagine, une clé USB qui est fournie par Tesla et qui va servir à quoi? Elle va servir à enregistrer les images du mode Sentinelle. Le mode Sentinelle que vous voyez activé ici au-dessus, c'est ce mode qui va surveiller la voiture et son entourage immédiat quand la voiture est stationnée, évitant les mauvaises surprises, ou en tout cas en cas de mauvaise surprise, permettant d'identifier l'auteur des faits. Donc voilà, cette clé USB qui se trouve dans la boîte à gants, je trouve ça plutôt une bonne idée parce que ça veut dire que quelqu'un qui aurait fait quelque chose de pas bien et qui voudrait dans la voiture subtiliser la clé USB pour que vous ne puissiez pas accéder aux images, puisqu'il n'est pas possible d'accéder aux images via l'application uniquement en étant dans la voiture, quelqu'un qui voudrait subtiliser la clé USB ne peut pas le faire directement, d'autant plus que cette boîte à gants peut être verrouillable via un code PIN, ce qui réduit encore plus les chances de pouvoir avoir accès à cette clé USB qui est donc fournie par Tesla et qui enregistre les images. Voilà. Alors le seul problème, je trouve, c'est qu'au niveau du positionnement, peut-être que si on met quelque chose d'un petit peu plus épais dans la boîte à gants, un mode d'emploi un petit peu plus fourni, on va avoir une tendance peut-être à heurter la clé USB et peut-être à fragiliser la clé USB qui se trouve donc à l'intérieur de cette zone. Voilà, c'est le seul petit bémol. Pour le reste, je trouve ça plutôt malin, plutôt futé.
Comme la version performance, cette version grande autonomie de la Tesla Model 3 est équipée de l'intérieur premium, alors que la version autonomie standard plus doit se contenter de l'intérieur premium partiel. Quelles sont les différences entre ces deux intérieurs? Eh bien, je vais vous le dire. Sur l'autonomie standard plus, donc là, la Tesla Model 3 premier prix, entre guillemets, on n'a pas les sièges arrière chauffants, on a un système audio qui est moins performant, il est d'ailleurs particulièrement performant dans la Tesla Model 3. On a une connexion premium pendant 30 jours seulement contre 1 an sur les finitions supérieures. Après, dans tous les cas, il faut payer. Pas d'anti-brouillard LED à l'avant, pas de tapis de sol non plus. Il y a d'ailleurs eu pas mal de débats là aussi concernant la présence ou non des anti-brouillards avant LED sur les Tesla Model 3 standard plus, avec visiblement un manque de constance chez Tesla. Il y a certaines versions, certains lots sans doute, qui ont été équipés quand même des phares anti-brouillard, des feux anti-brouillard à l'avant, alors que ce n'est normalement pas le cas sur l'autonomie standard plus, puisque intérieur premium partiel. Voilà, donc c'est globalement le même intérieur, et puis avec des petites différences. Moi, ce qui me dérangerait le plus, le fait de ne pas l'avoir, c'est le système audio qui, il est vrai, est extrêmement performant dans la Tesla Model 3, et c'est un petit peu dommage effectivement de devoir se passer du système audio premium, surtout que ça leur coûte pas grand chose à Tesla de laisser tout activer, donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu dommage. Avant de prendre la route, détaillons ce fameux écran de 15 pouces sur lequel on va retrouver cette interface extrêmement performante, extrêmement intuitive, extrêmement moderne finalement. Cette interface qui ne cesse d'évoluer au fil du temps via les mises à jour très nombreuses, les mises à jour OTA, over the air, les mises à jour sans fil. Donc régulièrement, vous vous retrouvez le matin au volant de votre voiture et votre voiture elle a évolué. Des fonctions ont été ajoutées ou modifiées durant la nuit via ces mises à jour. Alors elles ont été nombreuses en 1 an et demi depuis le premier essai de notre Tesla Model 3 bleu en juillet 2019. Pas mal de modifications. Celle qui d'ailleurs suscite un petit peu le débat depuis quelques temps, c'est le fait que cette portion de l'écran soit maintenant un petit peu plus grande pour notamment mieux visualiser la voiture dans son environnement quand on est sur la route. Et donc cette partie a été réduite. La partie avec la carte, certains voulaient qu'elle ne soit pas réduite et pourtant c'est bien le cas. Certains voulaient que ça reste énorme. Bon, ça reste encore très très grand, donc pour moi il n'y a pas de souci. Et puis alors on a ici les fonctions qui se trouvent en dessous, notamment la radio. Si on décide de ne pas la masquer, et bien voilà, on a cet affichage ici. Alors radio DAB+, évidemment, et FM dans cette voiture. Malheureusement en DAB+, on ne profite pas d'un des plus du DAB+, à savoir la présence du visuel, notamment la pochette du CD, etc. Puisque vous le savez, Tesla, et c'est la raison pour laquelle il n'accepte pas non plus Android Auto et Apple CarPlay, ne veut pas qu'un autre système vienne modifier l'apparence de son écran. Donc voilà, quelque chose qui serait extérieur à Tesla, en l'occurrence là, un habillage propre à une radio en particulier, eh bien il ne le souhaite pas. Et donc on a la version minimale de la radio numérique du DAB+, à savoir uniquement la version écrite, et puis les commandes principales, c'est tout. Donc voilà, on peut faire disparaître ça de l'écran via le même petit bouton, ici en l'occurrence les notes de musique. Donc voilà, grosso modo, on a la partie de gauche avec tout ce qui est en train de se passer au niveau de la voiture. Là, évidemment, on est à l'arrêt. Et puis la partie de droite avec la navigation qui prend donc, c'est le cas dans toutes les Tesla, énormément de place. Et via ces cartes Google Maps, c'est vrai que ça donne envie. On a envie de voir ces cartes. Alors, on peut passer... si on appuie ici en mode carte simple, mais franchement c'est quand même nettement moins chouette, c'est quand même nettement plus chouette de retrouver effectivement ces cartes en entier, d'avoir l'impression de survoler la zone sur laquelle on est en train de conduire. Et puis le fait d'avoir un grand écran comme ça et une grande carte permet d'avoir une bonne partie, quand on dézoome, elle le fait de manière automatique pendant les trajets, d'avoir une grande partie du trajet qui est affichée, et ça facilite aussi la navigation. Donc ici on est aux positions de stationnement, avec possibilité dans ce cas-là d'ouvrir le coffre avant, le coffre arrière, de déverrouiller la voiture et d'ouvrir la trappe de recharge. Si je mets le pied sur le frein, le commodo vers le bas, voilà, là je suis en position de démarrage, la voiture est prête, et dans ce cas-là, eh bien j'ai toujours possibilité ici d'avoir accès au totaliseur partiel ou total, d'avoir ici évidemment, pour ça il faut rouler la pression des pneus, et puis la partie centrale qui a donc disparu ici, et on retrouve les fonctions de navigation. Alors je ne suis pas sur une route publique, et donc on ne voit effectivement pas matérialiser autour les bandes de circulation, mais donc c'est bien le cas quand on est en mode de conduite. On a d'ailleurs ici au-dessus, voilà, les phares qui sont ou non allumés, la position du sélecteur de vitesse, et alors de manière très discrète ici au-dessus, l'énergie on aura en fait un point milieu à peu près ici, l'énergie qu'on va consommer, on aura une barre grise qui va se déplacer vers la droite,
droite ou bien l'énergie qu'on va récupérer. On aura une barre plus claire, verte je pense, qui va se déplacer vers la gauche. Et puis alors ici, on a également possibilité d'avoir accès aux fonctions de recharge. On voit ici qu'il reste 62% de capacité de batterie. On peut régler la limite d'ailleurs de capacité de batterie. Et là, il y a une chose très intéressante, c'est qu'en général, les constructeurs suggèrent de ne pas aller au-delà de 80% de capacité de batterie, de capacité de recharge au quotidien. Ceci pour préserver la batterie dans le temps. Et on voit que chez Tesla, c'est pas 80, c'est 90%. Vous voyez, 90%, c'est la fonction ici, c'est la position ici, au-delà de laquelle on sera en position voyage, comme on appelle ça, c'est-à-dire en gros quand vous devez faire des grands trajets, c'est ce qui est indiqué au-dessus, là vous allez demander à la voiture de recharger à 100%. Au quotidien, ce sera donc 90% et sur la plupart des autres voitures, ce sera 80%. Voilà qui est plutôt bien. Possibilité de programmer un départ d'une supercharge également qui pourra s'afficher ici. Voilà, et puis quand vous avez terminé, vous pouvez évidemment refermer tout ça. Donc ça, c'est pour la partie concernant la recharge de la voiture. Alors il y a plein de choses à dire, je vais essayer de ne pas être trop long, mais c'est vrai que cet écran, il est vraiment très très complet. Je vais passer en vue ce qu'on retrouve sur la partie inférieure très rapidement. On va commencer par la droite. On a ici le volume qui est réglé au minimum, possibilité de le régler aussi pour le passager puisqu'il est là à droite, c'est plutôt bien. On a ici le fait de dégivrer le pare-brise avant, la vitre arrière également. Voilà, on va éteindre tout ça. Position maximum, ça ne va pas aller pour le son. Voilà, on va éteindre tout ça. Ensuite, on a les sièges qui sont chauffants. 3 positions, siège conducteur et siège passager. Ici, au niveau de la climatisation, donc là, j'ai retiré la position automatique. On va d'ailleurs diminuer. On a la possibilité, voilà, vous le savez, c'est pas nouveau, hein, c'est depuis le début sur la Tesla Model 3, de modifier le flux ici via cette petite commande tactile. C'est très pratique, que ce soit pour le conducteur ou ici, voilà, pour le passager. On peut faire exactement la même chose. C'est très pratique. Et puis alors, ici, on est sur la position ventilation. On peut passer en mode siège chauffant. Et là, on a accès effectivement au siège chauffant également à l'arrière. Là aussi, il y a plusieurs positions. Voilà, je vais devoir tout retirer maintenant. Voilà, également pour les sièges à l'avant, c'est très... Ah, mais je pouvais faire en fait tout désactiver. Vous voyez, voilà, ils ont vraiment pensé à tout. Quand on se dit ça, c'est contraignant, je dois tout... on va essayer d'ailleurs. Je dois tout désactiver. Et bien en fait, il y a une fonction pour ça aussi. Tout désactiver, c'est formidable, c'est magique. Alors, si on continue vers la gauche, je vais éteindre la climatisation. Voilà. Si on continue vers la gauche, alors on a ce menu sur lequel je reviens dans un instant, le menu qu'on a évoqué tout à l'heure avec la position automatique des essuie-glaces ou alors des positions différentes. Petite remarque d'ailleurs, par rapport aux essuie-glaces, on en reparlera tout à l'heure sans doute, mais j'ai trouvé à l'usage que c'était pas parfait. Voilà, cette position automatique, on en reparlera tout à l'heure. On a ici l'accès à la caméra. On peut également appuyer ici pour avoir l'accès aux caméras latérales. On n'a pas de vue 360, pas de caméra 360 sur cette voiture, ce qui est dommage d'ailleurs avec le nombre de caméras dont elle dispose tout autour, mais on a quand même une vue vers l'arrière, les vues latérales, et on a possibilité également de faire baisser les rétroviseurs pour une meilleure visibilité, notamment sur les bordures. Quand on passe la marche arrière, la voiture peut le faire en tout cas de manière entièrement automatique. Ensuite, on l'a dit, ça c'est la partie radio qu'on peut évidemment étendre. Dans cette partie radio, on a également les autres sources de musique, de divertissement, comme le téléphone, bien évidemment. On a la possibilité également d'avoir accès à Spotify, au karaoké également, ce qui vous permet de chanter en voiture, c'est toujours très sympathique. Et puis la radio ou la musique via TuneIn également, c'est possible, c'est accessible dans cette voiture. Vous pouvez d'ailleurs choisir de masquer certains de ces menus si vous ne les utilisez pas au quotidien, le karaoké par exemple, ou la musique via le téléphone, si vous n'utilisez jamais ça, eh bien vous pouvez masquer ça dans le menu, voilà, qui est plutôt malin aussi, et vous le voyez, tout ça est extrêmement performant, ergonomique. Alors certains disent, le tout à l'écran, c'est pas génial. Moi franchement, je dis, le tout à l'écran, quand c'est aussi ergonomique que ça dans une Tesla, il n'y a vraiment aucun problème. Alors, on n'a pas détaillé quoi encore, 2 boutons, celui-ci et celui-ci. On va commencer par celui-ci. Donc ici, un menu supplémentaire avec la fonction de téléphone. Là, en l'occurrence, le téléphone n'est pas connecté. Fonction d'agenda également, qui peut se synchroniser avec votre téléphone. Et quand vous démarrez pour la première fois la voiture chaque matin, eh bien, elle vous affiche ici vos rendez-vous du jour. Voilà qui est assez pratique. Possibilité d'accéder via ici aussi aux caméras. Possibilité d'accéder au menu énergie. Voilà, avec la consommation moyenne. On est sur une moyenne de 18 kWh au 100 km. On en reparlera tout à l'heure. Le menu de recharge, on y a déjà eu accès. Également, eh bien, la fonction Internet.
cette voiture dispose d'une connexion et donc très naturellement peut se connecter à Internet et vous pouvez naviguer. Il y a un vrai navigateur Internet qui vous permet de naviguer vers les sites Internet de votre choix. Voilà qui est plutôt sympa. On est par défaut évidemment sur le site de Tesla, tesla.com. Voilà, on a ensuite possibilité d'accéder aux données de divertissement. Alors rien de nouveau, hein, c'est voilà, tous les jeux d'arcade et possibilité également, et ça c'est un petit peu plus récent, d'avoir accès au tutoriel de Tesla, mais également à Twitch, qui est peut-être moins utilisé chez nous, mais certainement à Netflix et à YouTube. Voilà qui est plutôt bien quand vous patientez à un superchargeur par exemple. C'est le cas, alors moi mon petit préféré c'est Beach Buggy Racing. Je ne vais pas vous refaire la démonstration, pour ça vous allez revoir plein d'autres vidéos qui se trouvent sur internet, ou même l'essai qu'on avait fait en 2019. J'avais fait une petite partie de Beach Buggy Racing. C'est très sympa, ça amuse beaucoup les enfants et puis ça fait patienter quand on est voilà, dans la voiture à un superchargeur par exemple, et certainement quand on n'est pas à un superchargeur et qu'on doit attendre nettement plus longtemps. Derrière on a le coffre à jeux. Alors c'est ce qui se trouvait avant sous le T de Tesla qui a disparu de là au-dessus, c'est-à-dire les petites fonctions rigolotes que Tesla va ajouter régulièrement. Alors ça fait rire ou ça fait pas rire. La fonction de paix par exemple, je ne sais plus comment ça fonctionne. Ah ben voilà. Voilà. Ça fait rire ou ça ne fait pas rire, mais en tout cas ça a le mérite d'amener, celui-là était particulièrement chouette, d'amener une petite touche d'amusement, de fun dans un univers un peu froid et connecté, comme on peut le trouver dans une voiture électrique en 2021. Donc c'est assez chouette, voilà, de se dire on fait les choses sérieusement, on fait les choses aussi avec le sourire, et on amène des petites choses en plus qui font sourire et qui sont particulièrement les bienvenues. Alors, dernier menu dans la barre inférieure, c'est le menu voiture, ici. Et là, c'est le menu global de la voiture, mais qui est hyper intuitif. Je ne vais pas tout vous détailler. On a les contrôles rapides, anti-brouillard, le volant, on en a parlé tout à l'heure, les rétroviseurs aussi électriques via les mêmes molettes sur le volant. Possibilité également de les rabattre. Elle vous demandera d'ailleurs si vous les rabattez, s'il faut à chaque fois les rabattre à cet endroit-là. Ici, par exemple, voilà, on les rabat. Toujours rabattre les rétroviseurs sur ce lieu. Si vous validez, voilà, elle a localisé la position de la voiture, et chaque fois que vous viendrez à cet endroit-ci, elle rabattra les rétroviseurs, elle utilisera cette commande mémorisée. Voilà qui est plutôt pas mal. On va les déployer à nouveau. Ensuite, luminosité de l'écran, etc. Au niveau de l'éclairage, les phares sont en mode automatique. Le plafonnier également, éclairage ambiant, etc. Au niveau du verrouillage, possibilité d'ajouter des clés supplémentaires, notamment si vous achetez ce fameux porte-clés Tesla, en fait cette clé Tesla qu'on a sur la Model S et la Model X et pas de série sur la Model 3. Vous pouvez donc l'acheter et l'ajouter comme étant une clé supplémentaire. Votre téléphone également, évidemment. Les affichages, passage automatique du mode jour au mode nuit, ou pas d'ailleurs, comme vous voulez. Les langues, évidemment. La conduite. Alors, au niveau des accélérations, on a confort ou standard. Rien d'autre sur cette version, puisqu'on n'est pas sur une version performance. Là, on est en mode standard, en mode confort. C'est vrai qu'elle a tendance à accélérer un petit peu moins fort pour préserver l'autonomie, évidemment. Donc, au quotidien, peut-être c'est un mode, effectivement, qui peut tout à fait convenir. Je vous avoue que j'ai préféré me faire plaisir avec le mode standard. Au niveau de la direction assistée, on a une direction qui est globalement un peu dure, je trouve, sur cette voiture. Ce qui veut dire que même en mode confort, je la trouve un peu trop dur par rapport à ce que j'aurais voulu. Tourner le volant avec le petit doigt, c'est pas possible sur cette voiture, mais je sais que certains préfèrent eux aussi avoir plus de consistance au niveau de la direction assistée. Donc là, vous serez comblé. En mode sport, autant vous dire que là, elle est vraiment très très dure, mais ça permet évidemment une plus grande précision au niveau de la conduite et dans ce cas-là, donc au niveau du pilotage. Le mode d'arrêt, le mode par serrage, notamment ici, qui optimise l'autonomie en activant le freinage récupératif. Donc c'est ce mode qu'on va privilégier évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous levez le pied de l'accélérateur, la voiture va avoir tendance à décélérer et on peut aller jusqu'à l'arrêt complet avec cette voiture. C'est vraiment le mode à privilégier au quotidien. D'abord parce que ça va vous procurer une conduite qui au final, une fois que vous serez habitué, sera beaucoup plus facile, beaucoup plus évidente. Faites tout avec un seul pied, c'est évident, c'est très très simple. Vous levez le pied, elle ralentit, vous levez le pied complètement. Si vous le faites avec un minimum d'anticipation, vous pouvez aller jusqu'à l'arrêt complet. Vous ne touchez jamais à la pédale de frein. Vous avez les deux modes qui sont disponibles également et qui vont vous proposer quelque chose d'un petit peu plus naturel, en tout cas par rapport à ce que vous connaissez sur une voiture à moteur thermique, c'est-à-dire quelque chose qui va s'apparenter à une conduite avec un ralentissement normal de lever
lever le pied d'accélérateur ou même à un mode roue libre. Mais moi, franchement, mon préféré, c'est le mode serrage. Ensuite, on a les fonctions liées à l'autopilote. Cette voiture est équipée de la conduite entièrement autonome. Alors, on le sait, en Europe, c'est largement bridé, on y reviendra tout à l'heure. Mais donc voilà, possibilité d'ajouter toutes ces fonctions qui, pour la plupart, sont en mode bêta. Et donc, pour certaines, connaissent encore quelques bugs. Mais comme c'est un mode bêta, on ne peut rien dire, évidemment. On a ensuite la navigation, tout simplement. Les aspects de sécurité, notamment le fait d'autoriser ou non l'accès mobile, c'est-à-dire l'accès via l'application Tesla, les positions d'entretien, notamment pour étalonner la caméra s'il y a eu des modifications, configuration des roues, si vous changez de pneu entre pneu été et pneu hiver, vous changez de jante, dans ce cas-là il faut reconfigurer les roues, le remorquage, le réglage des phares, etc. etc. Et puis là les fameuses mises à jour qui vont pouvoir apparaître de manière... Alors soit vous pouvez demander d'avoir des mises à jour de manière régulière, autrement dit dès que c'est disponible c'est mis à jour, ou bien vous pouvez demander d'avoir des mises à jour, voilà, d'installer d'abord chez les autres, de voir ce que ça fait et puis d'installer chez vous, autrement dit de ne pas être parmi les premiers à bénéficier des mises à jour. Et puis là le bouton, je vous l'ai dit, de la boîte à gants. Voilà, j'espère avoir été complet, j'étais un petit peu long mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet écran, d'infodivertissement. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure de la carte qu'on peut passer en mode carte simple, j'ai pas parlé ici de ce bouton qui permet d'avoir la navigation en temps réel, et ça c'est le trafic en temps réel, pardon, et ça c'est extrêmement important et surtout très très intuitif et très performant. On a là des données qui sont vraiment précises et qui permettent effectivement de faire confiance à ce système de navigation quand on doit se rendre à un endroit et qu'il y a des embouteillages. Et bien tout ça est largement pris en compte. On a ici également possibilité d'afficher les chargeurs qui sont à proximité, et ça aussi ça peut être extrêmement bien pratique. Allez, c'est parti au volant de cette Tesla Model 3, grande autonomie version 2021. Alors au démarrage, on retrouve évidemment tout ce qu'on adore chez Tesla, c'est-à-dire la simplicité. Elle est simplement efficace, pas de bouton start. On pose le pied sur le frein, sélecteur de vitesse sur D, et la voiture démarre dans un silence absolu. Et puis surtout avec des relances dynamiques, extrêmement dynamiques. On a un couple très très généreux à bord de cette voiture, hein. C'est un peu une référence dans la catégorie au niveau des performances. Ça se ressent dès qu'on s'installe à bord, des performances incroyables, tout en simplicité. Alors par rapport justement au fait de proposer des accélérations absolument incroyables, au quotidien, on peut s'en servir pour évidemment amuser la galerie, montrer aux copains comme la voiture est performante, et puis on peut s'en servir aussi pour la sécurité. Et ça c'est important et on oublie trop souvent de le dire. Un couple généreux, mais c'est pas propre à cette voiture, hein, c'est pour toutes les voitures électriques, un couple généreux, ça signifie aussi des dépassements plus rapides et donc des dépassements plus en sécurité, puisqu'on est dans le cadre du national par exemple, on est sur la voie à contresens pendant beaucoup moins longtemps que évidemment avec une voiture qui a plus de mal au niveau des reprises. Donc au niveau de la sécurité c'est un plus, et puis inévitablement on se fait plaisir aussi. La Tesla Model 3, c'est un peu la voiture anti-préjugés, hein. Les préjugés sur la voiture électrique, c'est on s'amuse pas au volant, le comportement est pas génial, c'est un peu pâteau, et puis c'est très lourd. Alors oui, cette voiture, elle est assez lourde, 1800 kg. Cela dit, on oublie son poids grâce aux performances dont je vous parlais il y a un instant, qui sont vraiment une référence dans la catégorie, et une référence tout court d'ailleurs dans le milieu des voitures électriques, milieu encore très fermé, mais qui tend à s'ouvrir de plus en plus. Et puis au niveau du comportement, oui, on prend beaucoup de plaisir à son volant, et elle se débrouille vraiment très très bien. Et on a ici peut-être le meilleur compromis dans la gamme, une voiture qui permet des relances extrêmement dynamiques, une voiture qui permet également d'avoir un comportement qui est très affûté finalement, et puis une voiture qui permet quand même d'avoir l'autonomie maximale. Alors pas si vous vous servez du comportement de manière un peu sportive évidemment, hein, mais une voiture qui a l'autonomie maximale dans la gamme de Tesla Model 3, à savoir 580 km selon la norme WLTP. Donc c'est un peu le meilleur de tous les mondes dans cette Tesla Model 3 grande autonomie, à savoir le comportement, les performances, les sensations et aussi la plus grande autonomie, mais à ne pas utiliser tout en même temps évidemment. Sur cette version 2021 de la Tesla Model 3, Tesla a ajouté du double vitrage sur les vitres latérales à l'avant, ceci pour diminuer le bruit évidemment. Alors il y a plusieurs sortes de bruits possibles, pas de bruit de moteur évidemment puisqu'on est dans une voiture 100% électrique, mais on a des bruits à la fois aérodynamiques et puis des bruits de roulement. Alors au niveau des bruits aérodynamiques, franchement, j'ai jamais trouvé que la Tesla Model 3 était une voiture bruyante de ce point de vue-là. Cela dit, le fait d'ajouter du double vitrage ne peut être que positif.
pour autant que tout soit ajusté correctement, ce qui n'était pas le cas sur cette voiture au moment où j'en ai pris possession. On a notamment un joint ici, donc l'encadrement des portes est inexistant, donc on a des vitres sans encadrement ici, et donc on a un joint qui fait tout le tour, qui était mal ajusté, et donc j'avais un bruit de vent assez important au niveau de la partie supérieure de la portière conducteur qui était assez gênant, donc j'ai rectifié un petit peu le joint, et de ce point de vue là maintenant c'est assez correct. Une fois de plus, ça aurait dû être vu normalement avant. Vous voyez, c'est pas à l'utilisateur normalement de régler les joints de la portière. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Pour le reste, maintenant, c'est tout à fait correct au niveau des bruits aérodynamiques. Par contre, au niveau des bruits de roulement, je trouve que la voiture, elle est assez bruyante quand même. Alors ça dépend peut-être des conditions climatiques. On est dans un univers ici un peu hivernal, des températures basses, donc des gommes qui seront un petit peu plus dures. Mais je trouve que les bruits de roulement sont quand même un petit peu au-delà de la moyenne en ce qui concerne les voitures électriques, en tout cas les plus récentes que j'ai pu tester. On a globalement d'ailleurs des sensations un petit peu plus brutes dans cette voiture. On a moins cet univers édulcoré qui plaira sans doute à certains d'avoir une relation plus directe avec la voiture et avec la route. Donc ça c'est assez positif pour certains. Ça l'est un peu moins pour d'autres qui préfèrent un univers un petit peu plus feutré. Donc là c'est vraiment à chacun d'essayer la voiture et de se faire sa propre opinion. Quand on roule avec la voiture, ici, on profite vraiment des changements apportés au millésime 2021. Et parmi ces changements, donc c'est la console centrale. Et cette console centrale, franchement, quand on conduit, c'est un vrai bonheur. On a son téléphone qui peut être posé en dessous de l'écran central, sur lequel vous avez une vue si vous utilisez Waze par exemple ou Coyote, un assistant à la conduite. Vous avez une vue dessus. Alors il y a cette petite remarque faite tout à l'heure qu'effectivement, si vous avez un très grand smartphone, vous ne voyez pas la partie supérieure, le haut du smartphone, mais voilà, pour le reste, en fonction des réglages que vous allez opérer, franchement, on a quelque chose de plutôt convaincant. Alors, il y a juste que effectivement au niveau de la position de conduite, elle est facile à trouver quand on est à l'arrêt avec les réglages qui sont au volant, réglage électrique donc très très fin au niveau de la direction et au niveau du siège. Par contre, en roulant, alors c'est peut-être lié à ma taille importante, 1m90, mais j'ai un petit peu de mal sur les longs trajets quand même au niveau de la jambe. J'ai testé plusieurs configurations, plus haut, plus bas, plus rapproché, plus éloigné du volant. Et j'ai un petit peu de mal à trouver ma position idéale. Et je trouve que dans une voiture, si on ne trouve pas tout de suite sa position idéale en conduisant et qu'on n'est pas tout de suite à l'aise, ça veut dire qu'il faut faire plein de réglages et qu'on trouvera peut-être jamais sa position de conduite vraiment idéale. Donc pour moi ici, je suis encore un petit peu après une semaine au volant, je suis encore un petit peu en recherche de la position de conduite idéale et j'ai bien peur de ne pas vraiment la trouver et de devoir faire un petit peu trop de compromis par rapport à ce que j'aurais voulu. Pour ceux que ça intéresse, cette voiture propose en option un crochet de remorquage grâce auquel vous allez pouvoir tracter une charge de 1000 kg. Concernant les aides à la conduite maintenant, alors on sait que c'est la conduite autonome, en tout cas le chemin vers la conduite autonome, c'est le cheval de bataille de Tesla. Il y a deux choses. La première chose, c'est ce qui est proposé de série, la formule de base, à savoir le régulateur de vitesse adaptatif avec assistant de maintien dans la voie. Donc ça, c'est la formule de base et ça fonctionne particulièrement bien chez Tesla. On le sait, la voiture, elle est aidée par l'ensemble des capteurs, des caméras tout autour. Donc ça propose une conduite quand même. Elle propose une conduite qui est extrêmement sûr, on a envie de lui faire confiance et on sent que la voiture est bien assurée sur sa voie de circulation à l'une ou l'autre exception près. C'est vrai qu'il lui arrive de proposer des freinages fantômes, donc de freiner brutalement tout d'un coup parce qu'elle pense qu'elle voit un obstacle en fait qui n'existe pas. Donc un camion, notamment quand on dépasse les camions, si un camion a tendance à se déporter un petit peu vers la ligne qui nous sépare, eh bien la voiture a tendance à freiner assez brutalement. Donc ça, j'ai trouvé ça pas terrible, mais pour le reste, c'est vrai qu'on a tendance à lui faire confiance parce que quand on lâche légèrement le volant, ce qui n'est pas le but évidemment, mais pour le test, eh bien on sent que la voiture se maintient parfaitement sur la voie de circulation. Donc ça, c'est plutôt sécurisant au quotidien, c'est plutôt sympa. Alors pour 7500 € en option, vous avez le pack de conduite entièrement autonome qui propose des fonctions qui sont chez nous en Europe largement bridées en raison de la réglementation, la législation européenne qui est plutôt conservatrice en la matière. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de choses qui sont possibles aux États-Unis par exemple, où c'est largement plus permissif, en tout cas dans certains États, qui ne sont pas possibles en Europe. Et ça, c'est bien dommage parce que c'est très frustrant évidemment. Alors la question est de savoir si ça vaut quand même la peine de prendre cette option en fonction de ce qu'elle fait maintenant et puis surtout en fonction de ce qu'elle pourra faire plus tard. Alors il est toujours possible par la suite de prendre cette option à 7500 € en option, justement, donc de le faire plus tard après l'achat, mais évidemment le tarif ne sera sans doute pas le même.
même, il sera sans doute plus élevé, et surtout si on a ajouté des fonctions qui font que vous avez envie de cette option supplémentaire. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, je trouve ça un petit peu restrictif tout ça. Et puis alors surtout que vous payez 7500 €, vous activez toutes les fonctions, vous voyez qu'elles sont toutes en mode bêta, donc vous ne pouvez rien dire puisque bon, c'est du mode bêta, c'est du mode test. Oui, mais vous avez quand même payé 7500 €. Donc voilà, je suis un petit peu perplexe par rapport à tout ça. Je trouve ça un petit peu dommage. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans l'état actuel des choses, les fonctions qu'on a qui sont disponibles, elles sont pas vraiment utilisables, ou en tout cas pas toutes utilisables au quotidien. Et ça, c'est un petit peu dommage également. Alors quoi, par exemple, soyons extrêmement concrets. On a la sortie automatique. Donc votre voiture est garée, il y a quelqu'un qui s'est garé un petit peu trop près, vous n'arrivez pas à rentrer, ou en tout cas vous avez le risque de toucher la portière. Vous voulez pas prendre le risque, vous prenez votre smartphone, vous poussez sur le bouton et la voiture sort de son emplacement de parking. Pour ça, vous devez être juste à côté de la voiture. À la limite, dans ces conditions-là et dans ces circonstances-là, ça peut être pas mal, donc ça je valide. Vous avez la sortie intelligente également, le fait, et on l'a vu beaucoup sur des vidéos aux États-Unis, le fait de se retrouver à la sortie du supermarché, il est en train de pleuvoir, vous poussez sur le bouton de la voiture et elle vient vous chercher depuis sa place de parking jusque là où vous vous trouvez. Alors chez nous en Europe, malheureusement, en fonction des restrictions européennes, tout ça n'est pas possible. Vous devez être à côté de la voiture, vous pouvez l'envoyer d'un point A à un point B, mais vous devez rester à côté d'elle pendant qu'elle fait la manœuvre. Donc ça n'a absolument aucun intérêt. Autre chose, la navigation autopilote, vous pouvez l'activer effectivement, mais là, d'une part, j'ai trouvé qu'elle n'était pas tout à fait juste au niveau des décisions qu'elle prend. Donc par exemple, vous êtes sur l'autoroute, il n'y a personne, vous êtes forcément donc sur la bande de droite et elle demande, pour suivre l'itinéraire, déportez-vous sur la voie de gauche. Alors qu'il n'y a absolument aucune raison de se déporter sur la voie centrale, un peu plus à gauche donc, il n'y a personne devant et on est sur l'autoroute, donc je ne comprends pas pourquoi elle systématiquement elle demande de faire ça. Et puis en plus, il y a quantité de choses qu'elle pourrait faire elle-même, comme dépasser une voiture qui se trouve devant et qui va moins vite que la vitesse indiquée dans le régulateur de vitesse adaptatif. Et ça, en Europe, malheureusement, elle peut pas le faire non plus. Et donc, quand elle arrive derrière la voiture, forcément, elle ralentit. Elle vous suggère d'actionner le clignotant et de donner une impulsion sur le volant pour effectuer le dépassement. Ce qu'elle fait d'ailleurs ensuite, après toute seule. Et puis, elle éteint le clignotant. Mais ça n'a donc aucun intérêt, puisque tant qu'à lui signaler qu'elle peut le faire et activer la procédure avec un mouvement sur le volant, autant le faire moi-même, quoi. Donc voilà, c'est rigolo au début pour voir ce qu'elle est capable de faire, mais au quotidien, franchement, c'est pas. Surtout que la restriction européenne supplémentaire, c'est que dès le moment où les feux clignotants sont activés, eh bien la manœuvre doit se faire dans les 5 secondes. Sinon, elle désactive le système. Donc pour peu que vous ayez quelqu'un à ce moment-là qui arrive derrière ou voilà, elle voit qu'il y a quelqu'un, la personne ne se dégage pas dans le temps imparti des 5 secondes, du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire manœuvre annulée. Donc voilà, c'est vraiment pas très utile pour l'instant. Donc si moi je devais vous conseiller de prendre ou de pas prendre cette option, franchement, alors si vous avez les moyens, mettez-la parce qu'on ne sait jamais ce qui va pouvoir apparaître comme nouvelle fonctionnalité ou éventuellement la législation qui pourrait évoluer dans les quelques années à venir, même si franchement je n'y crois pas trop. Mais voilà, si vous avez les moyens, mettez-le, voilà, on ne sait jamais. Mais pour le reste, franchement, si c'est uniquement pour assister la voiture quand elle est censée, elle, vous assister, notamment sur les manœuvres sur autoroute, et puis si c'est pour en même temps avoir des frustrations parce que vous lui demandez de venir, mais en fait vous devez être à côté d'elle quand elle vient, donc ça n'a aucun intérêt. Donc très honnêtement, dans l'état actuel des choses, moi, je la prendrai pas et mettez vos 7500 € ailleurs. Achetez des panneaux photovoltaïques avec ces 7500 €, vous allez faire une bien meilleure affaire. C'est assez incroyable dans cette voiture, hein. Je l'évoquais déjà tout à l'heure, mais elle fait des choses incroyables que les autres sont pas capables de faire, comme gérer correctement l'énergie, on en reparlera tout à l'heure, comme se maintenir parfaitement dans la voie. Là voilà, il y a un virage, je sais que je peux lui faire confiance, la route est dessinée, je suis en mode autopilote, la route est dessinée, on voit qu'elle repère tout, hein, sur la route, elle repère les voitures, elle repère les voies de circulation, les marquages, etc. Donc cette voiture, elle est capable de faire des choses incroyables que les autres constructeurs proposent avec beaucoup de difficultés ou ne proposent pas, et pourtant des choses extrêmement simples, elle n'est pas capable de le faire correctement. Le basculement des feux de route aux feux de croisement, c'est pas génial. Régulièrement, elle garde les feux de route allumés alors que c'est pas nécessaire. Sur la plupart des voitures qui ont ce système, en général, elle ne n'active les feux de route que quand il n'y a pas assez d'éclairage. Donc dans une zone mal éclairée, hop, elle va activer les feux de route et elle va les éteindre évidemment dès qu'on va se retrouver dans un environnement
l'environnement qui est davantage éclairée. Eh bien celle-ci pas. Donc on peut avoir les feux de route qui sont activés alors que l'éclairage est largement suffisant. Je me suis même retrouvé à faire une manœuvre dans une petite route, sur une petite rue comme ça, alors pas bien éclairée, mais une petite rue où j'étais en train de faire des manœuvres. Donc aucun intérêt d'avoir les feux de route à ce moment-là et pourtant ils étaient allumés. Et puis quelquefois aussi j'ai eu des appels de phare parce qu'elle avait mal évalué ce qui arrivait en face et donc les feux de route étaient restés allumés à la place de repasser en feu de croisement. Donc ça c'est un petit peu dommage qu'une fonction aussi simple et aussi évidente chez pas mal de constructeurs elle soit pas capable de le faire correctement. Ici par exemple, et on est dans un environnement où il pluvine un petit peu, on a quelques gouttes, là le pare-brise il est mouillé et les essuie-glaces ne fonctionnent pas, pourtant ils sont en mode automatique. Alors je peux activer voilà les essuie-glaces, voilà du coup elle balaye 2 fois au niveau des essuie-glaces, mais je ne devrais pas le faire, elle est en mode automatique, c'est quand même une fonction qui normalement doit être bien gérée par la voiture, comme sur la plupart des voitures, et en l'occurrence chez Tesla ça ne fonctionne pas bien. On dirait qu'on a mis toute l'énergie et toute l'ingénierie au service de ce qui pour Tesla est vraiment important, à savoir faire des voitures qui consomment vraiment peu, et puis pour des fonctions qui sont quand même importantes, mais voilà, là elle me dit qu'il y a un feu de signalisation, elle va s'arrêter. Il n'y a pas un feu de signalisation, elle me dit qu'elle va s'arrêter dans 50 mètres. Ici c'est juste un feu clignotant qui annonce que voilà il y a une séparation de voies. Donc il n'y a pas du tout de feu de signalisation et du coup elle ralentissait et la personne derrière moi a dû se demander ce qui se passait. Donc voilà, toutes ces petites choses là elles sont pas encore vraiment au point au niveau de la conduite et puis donc au niveau du basculement des phares et de l'essuie-glace automatique, des essuie-glaces automatiques sur le pare-brise. Un petit mot concernant le freinage. Alors ce qu'elle fait particulièrement bien cette voiture, c'est récupérer l'énergie au freinage. Ça participe à l'efficience, l'efficacité énergétique maximale de cette voiture. Par contre, au niveau de la sensation de la pédale, elle est un petit peu dure et donc ça c'est pas très agréable. Cela dit, sur la pédale de frein, vous n'allez pas appuyer extrêmement régulièrement, tant le freinage par récupération d'énergie est performant, très performant même, et parvient donc à faire baisser la consommation en augmentant en maximisant la capacité de récupération d'énergie de la voiture. Je vous parlais tout à l'heure quand on décrivait le tableau de bord, je vous parlais des caméras autour de la voiture. Je regrettais le fait qu'il n'y ait pas de système caméra 360, simplement le fait d'avoir voilà, les caméras et possibilité de checker les vues, mais il n'y a pas de réelle caméra 360. Alors autre chose par rapport aux caméras, c'est que vous pouvez activer le mode sentinelle. C'est pas une nouveauté 2021, hein, ça existait déjà, mais là c'était la première fois que j'avais l'occasion de le tester puisque l'essai précédent datait de 2019. Le mode sentinelle qui fait que vous allez quitter la voiture et vous allez, quand vous revenez dans la voiture, et bien pouvoir voir tout ce qui s'est passé autour de la voiture. Et c'est assez étonnant, c'est là que vous vous rendez compte du nombre de personnes qui viennent voir, hein, qui viennent regarder, etc. Surtout que quand le mode sentinelle est activé, il y a un mot affiché sur l'écran, et donc voilà, tout le monde regarde la voiture et puis se rend compte qu'ils sont filmés, etc. C'est assez rigolo, mais c'est intéressant de voir le nombre de personnes qui effectivement tournent autour de la voiture. Cette voiture, elle est sortie chez nous en 2019, et pourtant aujourd'hui en 2021, il y a encore pas mal de personnes qui sont assez impressionnés ou intrigués quand ils voient une Tesla en particulier, une Tesla en général et une Tesla Model 3 en particulier. Ouais, je vous parlais tout à l'heure du couple généreux qui ne sert pas que à faire le kéké devant les copains. Là, je rentre sur l'autoroute, je m'insère sur l'autoroute, c'est hyper évident, c'est voilà, insertion très facile. Et ça, c'est un vrai plus hein, pour la circulation, c'est le fait de pouvoir très facilement s'insérer dans la circulation. Avant de se retrouver à l'extérieur pour parler du prix de cette voiture, parlons consommation et autonomie réelle. Alors on le sait, normalement, cette voiture propose 580 km d'autonomie selon la norme WLTP. Alors bien sûr, dans la vraie vie, on n'atteint pas les 580 km, certainement pas dans des conditions hivernales comme celle de cet essai. Là par exemple, il fait 0 degré, cette semaine il a fait un petit peu plus chaud, entre 5 et 10 degrés, pas plus. C'est dans ces conditions que la pompe à chaleur, qui est donc maintenant de série dans cette voiture, eh bien, vient bien à point et est là pour tirer la consommation vers le bas pour empêcher qu'elle s'envole dans une période hivernale comme celle-ci. Donc cette semaine, j'ai parcouru, alors je peux vous le dire, j'ai les chiffres sous les yeux sur le tableau de bord, j'ai parcouru 649 km,5, voilà, 649, donc 650 km, 650 km durant lesquels j'ai consommé 121 kWh, ce qui fait une consommation moyenne de 18,6 kWh. 18,6 kWh au 100 km, franchement c'est plutôt pas mal. 18,6 kWh, c'est une consommation
à laquelle je n'arrive pas, avec une concurrente comme la Polestar 2 par exemple, je n'arrive pas à cette consommation, même avec des conditions plus favorables. J'étais quand on avait essayé la Polestar 2, je pense que j'étais aux alentours de 20 kWh au 100 km, impossible de descendre en dessous et pourtant les conditions étaient nettement plus favorables. Donc ici, malgré les conditions défavorables, le fait que je sois beaucoup sur autoroute, eh bien la consommation s'établit en moyenne à 18,6 kWh, qui est franchement pas mal. Si je devais faire un petit bilan au volant de cette voiture, je dirais que y a du pour et du contre évidemment. Aucune voiture n'est parfaite, même pas cette Tesla Model 3. Alors dans les points positifs, on a évidemment les accélérations, les sensations qu'on peut avoir au volant de cette voiture. Ça c'est vraiment un énorme point positif et peu de concurrentes arrivent à la cheville de cette Tesla Model 3 en la matière. Surtout que paradoxalement, on a des consommations qui sont relativement basses, une grande efficience d'un point de vue énergétique et donc on peut à la fois avoir une voiture qui vous emmène loin, mais une voiture qui potentiellement peut vous procurer également beaucoup de sensations positives. Alors les deux évidemment n'étant pas compatibles. Mais voilà, une voiture donc finalement assez polyvalente. Vous pouvez la conduire de manière placide, de manière calme, en bon père de famille. Et dans ce cas-là, vous irez très très loin. Ou vous pouvez un petit peu la malmener et vous faire plaisir à son volant. Et dans ce cas-là, vous irez moins loin. Mais il y aura énormément de plaisir à son volant. Le plaisir étant d'ailleurs celui qu'on a envie de se donner. Donc le plaisir, ça peut être aussi de conduire de manière assez calme et détendue. Alors il y a un petit bémol quand même de ce point de vue-là, c'est que je trouve les bruits de roulement qui sont assez importants. Les bruits aérodynamiques ne sont pas très importants, mais par contre, il a fallu que j'ajuste moi-même le joint au niveau de la portière. Bon, ça, c'est pas génial. Et puis pour le reste, j'ai un avis qui est quand même assez mitigé par rapport aux aides à la conduite, à cette fameuse avance qu'a Tesla en matière de conduite autonome, en tout cas de tendre vers la conduite autonome. On a effectivement pas mal de choses très positives, notamment on se rend bien compte que la caméra voit bien son environnement. Quand il y a des cônes de chantier par exemple, elle les matérialise, donc elle voit bien ce qui se passe autour d'elle. Par contre, elle ne le gère pas encore parfaitement et c'est vrai que du coup, payer 7 500 € pour avoir l'option de conduite entièrement autonome qui n'est pas encore tout à fait parfaite et qui en plus est bridée par la législation européenne fait que moi personnellement je m'en passerai. Voilà, ça vous fait 7 500 € d'économiser, comme je vous le disais tout à l'heure, investissez-les dans des panneaux photovoltaïques, vous gagnerez beaucoup plus d'argent. Donc voilà, bilan très positif d'un point de vue de la conduite. Au niveau des détails de conduite, quelques petits bémols comme le confort global, pour moi en tout cas, au niveau de la position de conduite, et puis le confort sonore, le confort acoustique aussi qui pourrait être amélioré, notamment au niveau des bruits de roulement. Pour le reste, voiture assez incroyable en termes de performance et en termes d'efficience, d'efficacité énergétique. Parlons du prix à présent. La Tesla Model 3, on en a beaucoup entendu parler, vient de bénéficier d'une baisse de prix plus ou moins conséquente suivant les marchés. En Belgique, la Model 3 est maintenant accessible à partir de 47 990 € pour la Standard Plus, 56 990 € pour la grande autonomie et 62 990 € pour la version performance. En Belgique, seule la déductibilité à 100% constitue un avantage lié à l'utilisation d'une voiture électrique. C'est pour les entreprises évidemment. Pas d'autres avantages à l'horizon. En France, l'ambiance est un petit peu différente et nettement plus positive autour de la voiture électrique puisqu'on a eu une baisse plus importante du prix de toutes les versions de la Tesla Model 3 qui, dans certains cas, du coup, permettent d'accéder à des bonus qui étaient inaccessibles jusque-là. Hors bonus gouvernemental de 7 000 €, la Standard Plus et 3 000 € sur les finitions supérieures, on est à 43 800 € pour la Standard Plus, donc c'est sensiblement moins qu'en Belgique. On est à 51 990 € pour la grande autonomie et 59 990 € pour la version performance. Alors ça, c'est le prix de base. Vous avez donc un bonus de 7 000 € qui vient en diminution de ces tarifs sur la Standard Plus et de 3 000 € sur les autres versions. Et en plus de ça, si vous habitez dans les Bouches-du-Rhône ou en Île-de-France sous certaines conditions de revenus, vous pouvez bénéficier d'une prime de 5 000 € supplémentaires, ce qui ramène le prix d'accès de la Standard Plus à 31 800 €. Mais ce n'est pas tout. Si vous avez en plus une voiture qui est bonne pour la casse et que vos revenus font que vous avez accès, vous êtes éligible à la prime
prime à la conversion d'un ancien véhicule, et bien dans ce cas-là, vous pouvez encore déduire 5 000 euros et le fait de rouler en Tesla Model 3, eh bien, vous coûtera uniquement 26 800 euros. 26 800 euros pour rouler en Tesla Model 3. Alors pas la grande autonomie, mais la version Standard Plus, c'est juste hallucinant. Le bonus gouvernemental, sachez-le, eh bien, il est de 7 000 euros pour l'instant. Ça va durer jusqu'au 1er juillet. Au 1er juillet, il passera à 6 000 euros et puis ensuite à 5 000 euros à partir du 1er janvier 2022. Concernant les autres aides qui sont régionales, eh bien, dans ce cas-là, ça peut être modifié à tout moment. Donc, si vous voulez vous décider à l'achat d'une voiture électrique et en l'occurrence ici d'une Tesla Model 3, eh bien, faites-le sans tarder. Toujours concernant le prix, eh bien cette voiture, vous allez peut-être pouvoir vous l'offrir comptant. Bravo. Vous allez peut-être avoir recours à un crédit classique ou bien une nouvelle formule proposée par notre partenaire Arval sur arval.be. Eh bien, vous allez pouvoir avoir recours au leasing privé, le private lease ou au leasing pour professionnels, le leasing opérationnel. Dans tous les cas, c'est du leasing tout compris. Zéro tracas, zéro souci, c'est la simplicité de gestion au quotidien, que ce soit pour le particulier ou pour les entreprises. Alors l'avantage, c'est que par exemple en entreprise, c'est pas un crédit, c'est une formule de location, donc c'est une charge pour votre entreprise et pas un crédit, ça peut faire la différence. Si vous voulez avoir une idée de ce que ça peut coûter en private lease ou en leasing opérationnel, eh bien rendez-vous sur le site internet de notre partenaire Arval, arval.be, et selon vos critères, notamment de durée, de kilométrage annuel, etc., eh bien vous obtiendrez une offre sur mesure pour cette voiture, par exemple la Tesla Model 3. Votre prochaine voiture sera forcément électrique ou à tout le moins électrifiée grâce à notre partenaire arval.be. En conclusion, j'ai envie de vous dire non, cette voiture n'est pas parfaite, mais les mises à jour régulières, les mises à jour logicielles et puis cette mise à niveau ponctuelle, cosmétique et technique, eh bien tout ça fait que cette voiture, elle coche quasiment toutes les cases. La case de l'efficience, l'efficacité énergétique, c'est probablement la voiture électrique qui consomme le moins. Alors de sa catégorie, c'est sûr, et puis même toute catégorie confondue, c'est quasi sûr également. Cette voiture est très très efficiente et elle l'est de plus en plus et la concurrence va avoir de plus en plus de mal à la rattraper de ce point de vue-là. Également au niveau de l'autonomie, forcément l'un va avec l'autre, qui dit belle efficience, dit à capacité de batterie équivalente, forcément une autonomie qui est plus grande. 580 km d'autonomie, c'est très confortable avec cette version grande autonomie de la Tesla Model 3 version 2021. Les performances, également des performances de très haut niveau, le 0 à 100 en 4,4 secondes. Cette voiture, c'est une fusée et ça l'est encore de plus en plus. 3,3 secondes sur la version performance, 5,6 je vous le disais avec la version autonomie standard plus, la version de base mais qui n'a rien de base en matière de performance. Et puis l'ergonomie. Alors on peut ne pas être fan des intérieurs dépouillés du tout à l'écran, mais franchement quand c'est aussi bien pensé que dans une Tesla Model 3, conduire cette voiture au quotidien, c'est un vrai plaisir. Il y a les commandes vocales, il y a les commandes au volant, l'écran tactile qui est hyper bien pensé et franchement, le tout à l'écran dans ce cas-ci, c'est aussi un vrai bonheur. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que cette voiture n'est toujours pas la voiture parfaite qu'on aimerait imaginer quand on parle de la Tesla Model 3? Eh bien, la finition. Alors attention, je ne parle pas des matériaux. Les matériaux, maintenant, c'est très correct. Et c'est largement au niveau de certaines productions européennes qui, elles, ont chuté un petit peu au niveau de la qualité des matériaux. Je pense à ce qui se fait en Allemagne, par exemple. On a un petit peu chuté, on a un petit peu baissé au niveau de la qualité des matériaux. Non, je parle vraiment de qualité des assemblages, tant à l'extérieur au niveau des panneaux qu'à l'intérieur. On a vraiment trop de problèmes encore d'assemblage et ça c'est vraiment dommage, surtout quand on voit le bond qui a été fait en avant à l'intérieur en matière de matériaux, d'avoir toujours ces assemblages un petit peu quelconques. C'est un petit peu triste et on aurait voulu que ça progresse de la même manière. Également, cette voiture qui est bardée de caméras, eh bien, ne propose pas de caméra 360. C'est dommage là aussi sur une voiture moderne en 2021. Un amortissement qui est plutôt dur, des bruits de roulement qui sont assez présents, plus que dans la moyenne. Moi j'ai trouvé ça assez gênant, notamment l'amortissement dur, c'est vraiment, j'ai trouvé ça un petit peu dommage également. Et puis les bruits de roulement, effectivement, quand c'est une voiture électrique, on entend tout et notamment ces fameux bruits de roulement. Alors c'est peut-être lié à la monte pneumatique de cette voiture, mais globalement je trouve ça assez important. Et puis alors une option de conduite entièrement autonome, facturée quand même 7 500 € et qui n'est pas vraiment utilisable chez nous en Europe en raison des restrictions liées à l'Union européenne.
À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Je vous le disais tout à l'heure, dans les prochaines semaines, essai du Mercedes EQV, le van de Mercedes en mode 100% électrique. La Renault Twingo est elle aussi passée au 100% électrique. On en prendra le volant dans les prochaines semaines. Chez Hyundai, le Hyundai Kona, vous l'avez adoré sur Charging Station. C'est l'un des best-sellers en mode 100% électrique, l'un des best-sellers de son segment. Et bien là aussi, on en prendra le volant dans les prochaines semaines. Volant de la version 2021, évidemment, qui bénéficie d'ailleurs des mêmes améliorations que ce qu'on a vu chez le cousin de chez Kia, le Kia e-Niro. Et puis alors, je vous annonce également dans les prochaines semaines, eh bien, l'essai du BMW iX3, version 100% électrique du BMW X3. Il y aura là aussi pas mal de choses à en dire. Pour toutes ces bonnes raisons, en vous remerciant encore de votre fidélité, eh bien, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. À bientôt.